Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi en compagnie de Nicolas Leroy. Un bonheur de vous retrouver aujourd'hui. On embrasse Cécile qui est un peu souffrante. Vous allez bien, Nicolas ? Ça va, Philippe ? Bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Ouais, comme tous les mardis. Comme tous les mardis, oui, on l'a fait d'ailleurs l'an dernier. Tous les mardis, c'est un plaisir de te retrouver. On était ensemble. Le 14 novembre dernier, et un peu partout en France, c'était le C-Day ou le C-Day ou le jour C, le journée du talent commercial. Une opération nationale pour célébrer les femmes et les hommes des équipes commerciales, piliers de la performance des entreprises face aux tensions sur ces métiers. Cette initiative était l'occasion d'inspirer les jeunes à saisir des opportunités professionnelles basées sur le mérite et les résultats dans un secteur dynamique et porteur d'avenir. Alors avec nous, bien évidemment, Nicolas Leroy, qui connaît bien la fonction commerciale. Exactement. Alors on a voulu mettre à la page les commerciaux, qui sont des fonctions essentielles en entreprise et qui ont eu leurs heures de gloire. On sait qu'en ce moment, il y a une relative, pas désaffection, mais en tout cas modération chez les jeunes. Et donc on va voir aujourd'hui toutes les carrières, les opportunités qui s'ouvrent dans ces métiers qui restent extrêmement dynamiques. Avec nous pour toute l'heure, Doriane Lefebvre, directrice de division commerciale et marketing chez Michael Page. Bonsoir. Bonsoir. Et c'était les organisateurs, Cyril Meunier, premier vice-président de la fédération DCF, les dirigeants commerciaux de France. Bonsoir. Ah, on n'a pas le son de Cyril Meunier. Bonsoir. Ah, on vous a retrouvé. Enfin, on avait l'image mais pas le son. Et en radio, le son, c'est pas fondamentalement inutile. On va dire ça comme ça. Ah, par contre, c'est un peu sourd, Maxime. Si tu peux affiner un tout petit peu, ce sera parfait. Cyril Meunier, présentez-nous tout d'abord DCF. C'est une association des dirigeants commerciaux, c'est bien ça ? Alors, c'est plus qu'une association, puisque c'est une fédération nationale. Fédération nationale qui existe depuis 1930, puisqu'en 1930, quelques directeurs commerciaux se sont regroupés et ont décidé de créer une association qui est ensuite devenue une fédération. Donc aujourd'hui, la fédération des dirigeants commerciaux de France, c'est 2500 membres qui sont répartis sur toute la France dans 70 associations locales qui à chaque fois sont ancrées dans les territoires. Et ensuite, on a 15 directions régionales qui sont là pour fédérer un peu toutes ces associations et la fédération qui va représenter au niveau national l'ensemble du mouvement. Notre fonction, c'est de représenter la fonction, c'est de pouvoir défendre la fonction commerciale pour pouvoir attirer des jeunes talents et puis accompagner toutes les transformations que le monde que la fonction commerciale est en train de vivre. Je pense à la transformation énergétique, je pense à l'arrivée des nouvelles technologies, l'IA qui transforme la relation client au quotidien. Et puis, bien évidemment, d'accompagner toutes ces transformations à travers l'animation de tout ce réseau qui est vivant et qui partage des valeurs communes dédiées à la fonction client. Voilà. Alors vous avez une vision très large de tous les directions commerciales. Comment se porte la fonction aujourd'hui, aussi bien en termes d'attractivité qu'en termes de positionnement dans l'entreprise ? Alors la fonction, en fait, aujourd'hui, on est sur un marché, on sait qu'on a à peu près 100 000 postes de commerciaux à pourvoir en France. Ça veut dire qu'on est sur un marché en tension. On a beaucoup de nos directeurs commerciaux qui nous expliquent que l'atteinte de leurs objectifs dépend non seulement de la performance des équipes, mais dépend de la capacité à ce qu'ils aient l'ensemble des secteurs et des territoires couverts. En gros, qu'il n'y ait pas que les équipes commerciales soient complètes. Donc, il y a un vrai sujet, d'attractivité. Et comme il y a de la tension, il y a aussi un vrai sujet de fidélisation. Parce que s'il y a une fonction où les plus performants sont valorisés et sont connus, c'est bien la fonction commerciale. Donc il y a un vrai sujet aussi de rétention des profils et notamment des meilleurs commerciaux. Doriane Lefebvre, directrice de division commerciale et marketing chez Michael Page. C'est plutôt quel secteur d'activité qui recrute des commerciaux aujourd'hui ? L'industrie, même si la France c'est malheureusement massivement désindustrialisée. Les services, la tech, c'est quoi qui recrute ? Alors, il y a plusieurs secteurs d'activité qui sont plutôt porteurs en ce moment. Alors, bien qu'il y ait des difficultés dans la construction, on a quand même un gros volume de postes qui sont dédiés aux environnements de la construction. Je pense à des très grosses entreprises qui ont des très grosses forces de vente, qui font de la distribution notamment, comme Rexel, comme Berner,
qui ont un certain turnover et qui ont besoin d'avoir des secteurs qui sont vraiment complets pour pas manquer de ventes. Donc ça, c'est un volet. Deuxième volet, c'est le retail quand même, les Carrefour, le commerce de détail, ouais, exactement. la distribution, etc. Exactement, parce qu'il y a aussi, il y a pas mal de turnover et donc il y a besoin de recruter et de remplacer. Et ça, c'est un gros volet. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, tout ce qui concerne l'informatique, les services informatiques, la téléphonie aussi, Oui. qui recrute pas mal. Les entreprises qui font du logiciel, par exemple, il y a plein de types de logiciels différents qui sont développés par des entreprises de la plus petite à la plus grosse. Mais et ça, logiciel c'est un secteur, de compta ou logiciel de conception d'architecture, exactement. absolument, AutoCAD, etc. Oui. Ouais. Du market, du CRM, des ERP. Alors, market, c'est le marché. CRM, c'est quoi exactement? Le CRM, c'est un outil qui va permettre justement aux commerciaux de piloter leur activité commerciale. Donc, dans un CRM, les commerciaux rentrent leurs visites, les comptes rendus de visite, les commandes, suivent leur pipe d'activité, leur flux d'activité, leur flux jusqu'à ce qu'ils clôturent, jusqu'à ce qu'ils signent. Vous êtes d'accord avec ça, Cyril Meunier? Oui, complètement. Effectivement, on a pas mal de secteurs qui recrutent et oui, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Effectivement. Alors, par contre, effectivement, le CRM, c'est un peu, c'est le meilleur ami aujourd'hui du commercial. Le meilleur ennemi aussi, parce qu'on peut franchement le fliquer selon ce qu'ils vont mettre dedans. Alors, aujourd'hui, un commercial qui voit le CRM comme un flicage, je crois que il va falloir qu'il revoie ça. Il faut qu'il change de métier, je pense. Nicolas Leroy. Est-ce que les métiers de commerciaux pur terrain, là je m'adresse à Dorian, attirent encore aujourd'hui les étudiants d'école de commerce? Ou est-ce que quelle étude aujourd'hui il faut plutôt avoir fait pour être un commercial terrain, j'ai envie de dire? Ouais. Alors pour répondre à la première question, c'est vrai que je trouve quand même que les écoles de commerce ou les universités sont pas mettent pas en avant autant que ce qu'on le voudrait, nous avec Cyril, les fonctions commerciales. C'est vrai que quand vous rentrez dans une école de commerce, vous y rentrez pour faire du management, pour faire du marketing, pour faire de la finance, mais il y a un vrai besoin de développer des formations académiques qui soient liées autour de la vente, autour de la prospection, autour de la négociation, pour permettre d'attirer des talents et des personnes qui vont vouloir démarrer une carrière commerciale. Le deuxième point, c'était, j'ai oublié ta question. C'était est-ce qu'aujourd'hui... Ah oui, quelle formation quelle formation Alors, en fait, il faut faire justement pour débuter en tant que commercial terrain? Ce qu'on voit quand même, c'est qu'on a la moitié des commerciaux aujourd'hui qui sont issus d'un bac+5. Quand même, la moitié. Donc, que ce soit d'une université, il y a des très bonnes facs partout en France, ou d'écoles de commerce, d'accord, sans forcément avoir fait HEC, ESCP, voilà. Mais il y a des très bonnes écoles de commerce dans le top 10, top 20 qui font sortir de bons commerciaux. Ensuite, il y a un commercial sur 4, grosso modo, qui a plutôt fait un bac+3, et ensuite 1 sur 5 qui sort d'un BTS et qui n'a pas forcément de formation complémentaire, qui démarre en BTS sur le terrain et qui va ensuite évoluer sur des fonctions de grands comptes, donc sur de la gestion de gros clients, et puis ensuite sur du management au fur et à mesure. De région, exactement, chef des ventes. C'est ça, chef des ventes régionales. Cyril, est-ce que vous pensez qu'il faut encore aujourd'hui avoir une vocation, ou est-ce qu'aujourd'hui être commercial, ça s'apprend? Mais j'aimerais que ce soit une vocation. Malheureusement, on parle d'écoles de commerce en France, mais c'est plus des écoles de management. Clairement, les gens apprennent plus à manager, à piloter qu'à faire du commerce. Non, c'est rarement une vocation. Moi, j'ai toujours cet exemple-là dans mes fonctions là de DCF. Je fais pas mal d'accompagnement d'entreprise, et dans un grand groupe, dans une grosse ESN internationale, on accompagnait les CAM, donc les commerciaux grands comptes, et on les faisait travailler sur le storytelling commercial, et on leur demandait de pitcher. Et tous, c'était le point commun, ils étaient tous là en train de... Moi, je voulais faire chimiste. Puis à un moment donné, je me suis ennuyé dans mon laboratoire. On m'a emmené chez un client. Ils se sont aperçus que je savais bien parler. J'ai adoré ça. Et depuis, je suis devenu commercial et j'adore ça. Et tous nous partageaient qu'en fait, ils ont fait des études. Moi-même, j'ai un master en ingénierie financière. À un moment donné, je me suis retrouvé à faire des photocopies de haut de bilan et analyser de la finance. Je me suis ennuyé et je me suis retrouvé à faire de la vente. Et depuis, c'est devenu une passion. Et c'est vrai que souvent, la fonction commerciale, on la découvre sur le terrain
en rencontrant des hommes et des femmes qui nous font aimer ça et qui nous inspirent. Et malheureusement, ça c'est pas en France. Et je pense que c'est vraiment culturel. Hein. On va dans les pays anglo-saxons, les commerciaux, les vendeurs, la vente, c'est noble. On voit d'ailleurs ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Aujourd'hui, en France, quand on vend, on est un peu la dernière roue de l'entreprise. C'est celle qui va faire le lien, qui va donner la dernière goutte au client. Mais c'est le dernier kilomètre, quoi. Mais c'est pas l'acte stratégique et c'est pas celui qui est au cœur de la stratégie et de la transformation des entreprises. Restez avec nous, Cyril Meunier. Je rappelle que vous êtes premier vice-président de la fédération DCF, dirigeants commerciaux de France. On va rejoindre quelqu'un que vous connaissez bien, direction la Côte d'Azur, avec Natacha Frénaud, qui est présidente de DCF Côte d'Azur. Et il y a d'ailleurs dans la région plus de 800 offres d'emploi dans la fonction commerciale. Restez bien avec nous dans les vraies voix de l'emploi de Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Vraie voix de l'emploi spécial commercial. Tiens, vous êtes commercial. J'ai fait ce métier pendant 25 ans. Peut-être êtes-vous en voiture entre votre dernier client et l'hôtel ou votre dernier client et la maison à 19h17, c'est l'heure. Vous voulez témoigner du métier de commercial? N'hésitez pas. Appelez-nous. Aude prendra vos appels, bien évidemment, au 0826 300 300. Avec nous, bien évidemment, Nicolas Leroy, directeur de recrutement du groupe Fiducial. On a avec nous Cyril Meunier, premier vice-président de la des fédérations DCF, dirigeants commerciaux de France. Doriane Lefebvre, directrice de division commerciale et marketing chez Michael Page. Et nous a rejoint Natacha Frénaud, présidente de DCF Côte d'Azur. Là, on part au soleil. Enfin, même s'il est couché à cette heure-là, bonsoir. Bonsoir. Alors, plus de 800 offres d'emploi dans la fonction commerciale, rien que dans les Alpes-Maritimes. C'est quel type de profil? Quand on pense Côte d'Azur, c'est le tourisme, mais c'est aussi la high-tech avec Sophia Antipolis, etc. Et oui, tout à fait, on a cette chance sur la Côte d'Azur d'être à proximité de l'aéroport de Nice, qui nous ramène pas mal de tourisme et de populations étrangères. On a aussi cette proximité avec Monaco. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a Sophia Antipolis, qui est la première technopole d'Europe en innovation R&D, avec plus de 1300 emplois nets créés sur 2023. On a également le bassin grassois, avec de belles industries, notamment dans l'arôme et le parfum. Donc ça, il y a de l'emploi et surtout des entreprises à développer. Et puis toutes les TPE et PME du bassin de la Côte d'Azur, puisqu'on est à peu près à plus de 70% quand même d'emplois sur des TPE-PME sur le territoire. Nicolas Leroy. Justement, dans ces secteurs d'activité, on sait que les commerciaux sont souvent des fonctions avec un fort variable, un fort intéressement justement au business qu'ils ramènent. Est-ce que dans les secteurs de votre région, est-ce qu'on peut considérer que ce sont des métiers où on propose un fort variable, ou est-ce qu'au contraire, sont des métiers, on va dire, assez techniques où la partie fixe est plus importante? Alors ça va dépendre des entreprises et des secteurs d'activité. Mais ce qu'on sait surtout, c'est que la recherche du dirigeant commercial aujourd'hui est complètement différente, puisqu'on a envie d'équilibre entre vie pro et vie perso. Et le commercial ne va plus simplement regarder sa rémunération, mais aussi la possibilité d'être plus autonome, notamment dans son organisation personnelle. Alors justement, vous mettez le doigt sur une chose, c'est-à-dire que les métiers des commerciaux sont souvent contraignants d'un point de vue horaire, mais aussi déplacement. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est un frein justement à ce bon rapport entre la vie pro et vie perso, ce métier de commercial? Alors, quand on aime être commercial, en général, on aime bouger, on aime aller à la rencontre des personnes. Donc, j'espère que le métier de commercial continuera dans ce sens-là. Par contre, c'est vrai qu'on a de plus en plus de télétravail, que ce soit pour les dirigeants commerciaux et les commerciaux, notamment avec l'arrivée des nouveaux outils, l'arrivée de l'IA, puisque tout le travail, par exemple, de prospection peut se faire aujourd'hui avec une qualification des prospects grâce à tous ces nouveaux outils. Ah oui. Donc, on gagne beaucoup de temps sur cette partie-là, mais l'intelligence émotionnelle reste là quand même pour préserver nos métiers sur le long terme, heureusement, pour continuer à garder le lien de confiance avec le client, continuer à comprendre les besoins du client, l'écoute active. Et voilà, c'est ce qui fait que on sait que l'emploi des commerciaux perdure pas.
Natacha Frénaud a dit quelque chose de très intéressant. Un commercial, il aime bouger. On parle pourtant de commercial sédentaire parfois. Est-ce que c'est très différent à recruter un commercial itinérant, comme on dit, un commercial sédentaire, Doriane Lefebvre? Ouais, le commercial sédentaire, c'est super compliqué à recruter. En fait, en soi, les responsabilités sont différentes. Le commercial sédentaire, il est derrière son écran d'ordinateur, il est avec son téléphone. 18h avec son téléphone et son ordi. Et puis potentiellement avec, des KPI. Tu dois m'appeler aujourd'hui 40 prospects et puis prendre 10 rendez-vous. Donc c'est quand même, on va dire, c'est la clé d'entrée pour des profils, pour des, on va dire, des profils potentiellement un peu moins qualifiés, mais qui vont démarrer dans la vie commerciale avant de passer potentiellement sur des postes itinérants. Mais ouais, c'est vrai que c'est quand même pas facile à recruter. Alors justement, Cyril, on parlait tout à l'heure du commercial qui utilise la visioconférence. Est-ce qu'aujourd'hui, moi j'ai pu le voir dans mon métier, il y a de plus en plus de rendez-vous commerciaux qui sont en visio. Est-ce que vous pensez que c'est la majorité des cas et est-ce que ça va se développer ou est-ce qu'au contraire, avec le retour en arrière sur le télétravail, c'est quelque chose qui va s'amoindrir? C'est un vrai sujet parce que c'est vrai qu'avec le Covid, les visioconférences se sont un peu généralisées. Oui. Les commerciaux se sont aperçus qu'ils pouvaient aller chercher leurs enfants le soir et que les enfants ils étaient contents de les voir le soir. Mais clairement, on a fait une étude justement l'année dernière auprès des commerciaux pour parler de voir comment les commerciaux percevaient la digitalisation de la relation client et notamment l'impact des visios. Et la plupart des commerciaux expliquaient qu'ils attendaient de l'IA qui les soulage et de toutes les tâches répétitives et non à valeur ajoutée pour retourner voir les clients et principalement les jeunes, les moins de 35 ans, plébisciter le retour à du rendez-vous, à du présentiel, à du déplacement. Donc c'est vrai que toute cette nouvelle génération digitale, que l'on dit digitale, c'est elle qui plébiscite le plus le retour au contact client et effectivement retourner sur le terrain, aller faire du rendez-vous. Aujourd'hui, la plupart des entreprises cherchent à faire retourner les commerciaux sur le terrain pour recréer du lien avec leurs clients, pour aller encore plus près des attentes de ces derniers. Alors Natacha, vous parliez justement d'intelligence émotionnelle. Est-ce qu'elle n'est pas un peu cassée, on va dire, si le rendez-vous se fait en visio? Alors pour moi, le rendez-vous en visio, c'est un premier rendez-vous. Mais après, pour signer le contrat, il faut aller quand même rester en présentiel. Oui. Parce que moi, j'en vois qui, justement, ne font plus de présentiel, justement, qui nous prospectent et qui... On passe à l'expression, c'est mythique ou Tinder, et après, on se rencontre et on signe, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose. On continue à voir quand même que c'est le réseau. Quand je dis le réseau, c'est les réseaux humains, comme le mouvement DCF, par exemple. Pourquoi les dirigeants commerciaux se rassemblent aujourd'hui? C'est parce qu'on a besoin de se retrouver en présentiel. On a besoin de partager nos bonnes pratiques, de continuer à monter en compétences et de se retrouver autour d'un cocktail pour partager autre chose que des choses très, très sérieuses. Mais parfois, attention, c'est aussi... Pardon Cyril. Doriane Lefebvre et ensuite Cyril. Merci, pardon. Non, ce qui est intéressant aussi, ce qu'on constate nous, parce que en cabinet de recrutement, on est des commerciaux, on va chercher nos clients. Parfois, c'est aussi les clients qui eux-mêmes sont en télétravail, donc on peut pas aller voir. Ils sont moins intéressés ou qui préfèrent, dans leur organisation, qui préfèrent nous voir en Teams ou en Zoom ou en tout cas en visio. Oui. Donc c'est aussi à nous d'aller chercher nos clients. Enfin, c'est aux commerciaux d'aller chercher leurs clients et de leur proposer de les voir. Cyril Meunier, vous voulez réagir? Oui, parce qu'en fait, en fait, c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, ce que disait Natacha, on va pouvoir prendre des informations, on va pouvoir créer le contact en visio, voire effectivement qualifier les besoins et le fait qu'on allait pouvoir travailler ensemble. Après, il y a besoin à un moment donné de créer du lien social, de créer de la confiance, d'aller faire en sorte d'aller chercher des indicateurs qu'on ne pourra jamais avoir à distance. La confiance, elle se crée difficilement dans des interactions courtes et à distance, et notamment l'impact des émotions dans la relation client, elle est super importante, et les émotions, elles sont filtrées par le distanciel, inévitablement. Natacha Frénaud, quand on est commercial sur la Côte d'Azur, est-ce que c'est pas un côté de grand privilégié parce que le mardi, entre le midi, on déjeune sur la Croisette à Cannes, le mercredi sur la promenade des Anglais à Monaco, le jeudi sur la promenade des Anglais à Nice et le jeudi à côté du casino de Monaco. On peut pas exiger de prime de pénibilité dans votre région quand on est commercial, je suppose, mais quels sont les salaires globalement?
Alors, je reviens sur ce que vous disiez. Ce que j'aimais dire à mon patron qui était à Paris à l'époque, c'est qu'au contraire, c'est beaucoup plus compliqué pour nous de travailler sur la Côte d'Azur en voyant tous les touristes sur la plage. Donc là, ça mérite une prime de pénibilité, oui. Merci beaucoup, Natacha Frénaud. Vous êtes présidente DCF, dirigeants commerciaux de France pour la Côte d'Azur. On met le cap, allez, 400 km au nord, direction Lyon. On va retrouver Frédéric Naudin, président de DCF Lyon. Restez bien avec nous dans les vraies voies de l'emploi sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voies de l'emploi. Les vraies voies de l'emploi avec bien évidemment Nicolas Leroy, directeur du recrutement du groupe Fiducial, Doriane Lefebvre, directrice de division commerciale et marketing chez Michael Page, Cyril Meunier, premier vice-président de la fédération DCF, dirigeant commerciaux de France, et nous a rejoint Frédéric Naudin, président de DCF Lyon. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors on va parler de l'emploi des commerciaux sur Lyon. Lyon, c'est une ville très dynamique, c'est vrai. Et également, c'est encore une ville où il y a une grosse activité industrielle, notamment dans la chimie, la mécanique, etc. C'est quoi les profils de commerciaux qu'on recrute, pas qu'on regrette, ce qu'on regrette, c'est ceux qu'on n'a pas eu, dans le bassin d'emploi lyonnais, Frédéric Naudin? Alors effectivement, comme vous disiez, aujourd'hui, le Rhône et Rhône-Alpes restent une activité assez soutenue. On parlait tout à l'heure des chiffres, il y a plus de 3000 offres, je crois, de commerciaux actuellement sur Rhône qui sont recherchés. Les profils sur le seul département du Rhône. Sur le seul département du Rhône, oui, c'est les chiffres de ce matin de France Travail. Et on reste une région hyper dynamique puisque je crois que sur Q2, les derniers chiffres qui étaient sortis, c'est 13% des commerciaux recrutés le sont en Rhône-Alpes. Donc ça marche plutôt bien. Les profils sont particulièrement, pour à peu près 60% des demandes, ce sont quand même des commerciaux de terrain. Des business développeurs, des technico-commerciaux, ingénieurs d'affaires, des entreprises aujourd'hui qui cherchent avant tout des commerciaux directement exploitables et qui vont pouvoir aller vendre leurs produits sur le terrain. Alors justement sur les postes de commerciaux de terrain, j'aimerais y revenir. Ce sont des postes qui souvent étaient synonymes d'ascenseur social et qui étaient ouverts souvent à des gens qui n'avaient pas forcément fait beaucoup d'études. Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, toujours. Parce que je vous ai écouté tout à l'heure dans le début de la réunion. Je pense qu'on est tous là pour témoigner qu'on vient de métiers différents et que la vocation et la passion du commerce, je ne sais pas si ça s'apprend directement, mais en tout cas, ça se ressent. Et on a énormément de cas de gens qui, justement, rebondissent dans le commerce après avoir fait un premier métier technique qui les intéressait pas. Je vais pas dire que Cyril s'ennuyait dans la partie financière, mais on a tous fait une première expérience de vie. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir un commercial qui a une vraie vocation, qui croit en ce qu'il fait. Et je pense que c'est un vrai ascenseur parce qu'on peut commencer très bas et très très vite par la performance, monter dans l'entreprise et monter aussi en termes de revenus et de responsabilité. Cyril Meunier, tiens, vous voulez réagir à ce que vient de dire Frédéric Naudin ? Oui, en fait, cette thématique de fonction commerciale ascenseur social, c'était le thème qu'on a choisi dans le cadre de notre CIDE, puisque au sein de la fédération, on a lancé l'année dernière, et là, cette année, on a organisé le deuxième CIDE, c'est la journée de la fonction commerciale. On voudrait pendant une journée, c'était le 14 novembre, et l'année prochaine, ça sera le 6 novembre, donc notez bien, pendant cette journée-là, on veut mettre la fonction commerciale au devant de la scène, et cette année, c'était sur fonction commerciale ascenseur social, et on a eu beaucoup de témoignages dans cette journée-là de commerciaux qui sont partis tout en bas de l'échelle, qui sont arrivés d'univers un peu différents, hein, qui n'ont pas forcément eu la chance de faire justement les écoles de commerce, qui n'avaient pas forcément d'endroits de la France qui sont forcément recherchés, et qui, grâce à la fonction commerciale, ont pu gravir toute l'échelle de la société. Et on s'est aperçu, d'ailleurs, il y a des chiffres, hein, on sait que 35% des cadres commerciaux sont issus des milieux modestes, alors que 25% dans les autres fonctions cadres. On sait que 40% des cadres commerciaux ont débuté leur carrière dans des postes de non-cadres, alors que seulement 25% dans les autres fonctions cadres. Donc oui, la fonction commerciale est un moyen de gravir l'échelle sociale rapidement, parce que c'est un moyen de pouvoir effectivement faire la différence par non plus son savoir, mais son savoir-être, par son mental, par sa capacité à s'adapter, par sa résilience.
Et on a plein de gens qui effectivement découvrent et embrassent la fonction commerciale et gravissent les échelons. On a eu des cas il y avait Samir Emili, qui est le directeur général de Hertz France, qui nous expliquait qu'il a commencé derrière un comptoir à louer des voitures gare du Nord, et il est devenu directeur général. Il y avait même un témoignage, j'ai adoré ce témoignage, c'est une jeune manager commercial qui est vraiment parti pour le coup très bas, disait Pierre Bourdieu, vous savez, le sociologue français, disait qu'il faut 6 générations pour passer d'un statut d'ouvrier à un cadre supérieur. Avec la fonction commerciale, il suffit d'une génération. Et j'ai trouvé que le témoignage était une belle image. Doriane Lefebvre, fonction commerciale rime avec ascenseur social, si j'en crois Cyril Meunier et Frédéric Naudin d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Je souscris tout à fait à ce qu'ils ont dit tous les deux. On peut venir de n'importe quel milieu et démarrer un parcours commercial. On peut évoluer très vite sur les fonctions commerciales et sans forcément avoir de très grands diplômes. Ça dépend des entreprises. Après, forcément, ça dépend des secteurs, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui auront toujours des critères de diplôme, de parcours type pour pouvoir aller chercher les plus gros postes. Oui, allez-y. Alors, justement, Frédéric, qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes qui se poseraient la question justement d'embrasser ce type de carrière, parce que je crois que c'est les postes que vous avez à pourvoir sont ouverts aussi à des tout jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire justement sur le métier de commerciaux pour ceux qui hésiteraient? C'est un métier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui avant tout est un métier de liberté, dans lequel on doit être très, très autonome, même si on travaille en équipe, même si on a beaucoup de gens ensemble. Il faut aimer cette liberté et avant tout cette capacité à rencontrer l'autre, d'être gourmand de rencontrer l'autre, d'avoir une écoute, aller rencontrer des clients, les écouter, analyser leurs besoins et puis leur proposer des solutions. Donc, si vous parliez tout à l'heure d'intelligence artificielle, ce métier, il va évoluer comme tous les autres métiers du monde. On sait que un métier sur 4 va être totalement transformé dans les 4-5 ans qui arrivent avec l'intelligence artificielle. Et si on parle du commerce, on en a discuté pendant le CIDE dans nos tables rondes, on sait que ce métier va se transformer aussi, et les qualités numéro 1, ça va être la capacité, parce que l'intelligence artificielle va amener beaucoup de traitements automatiques, etc. Ce sont les vendeurs qui vont disparaître demain. On en est intimement persuadé. Ceux qui sont uniquement là pour aller porter des offres, tout ça, ça va s'automatiser, etc. Le métier royal du commercial qui va rester et qui va devenir de plus en plus important, c'est celui qui va à la rencontre de ses clients, qui va les écouter, qui va leur proposer des solutions et qui va se différencier des autres justement par son intelligence émotionnelle et sa capacité à négocier, à faire de l'humain. Vous pensez que les vendeurs vont être remplacés par l'IA? C'est des métiers qui vont être substitués, qui peuvent se substituer? Oui, je suis intimement persuadé que dans les années à venir, on a discuté avec les éditeurs de solutions type CRM et compagnie. On sait que d'ici 3-4 ans, parce que l'IA rentre tout doucement, et particulièrement par les outils marketing au sein de ces outils. Mais d'ici 3-4 ans, beaucoup de plateformes CRM sont capables de vous proposer des dispositifs qui partiront de la prospection jusqu'à la signature de la commande entièrement automatisés. Ça, c'est clair. La technologie permettra de le faire. Mais pas dans les ventes très simples. Je ne vais pas citer de marque, nous sommes à la radio, mais aujourd'hui, vous avez une grande plateforme américaine. Quand vous voulez commander un produit sans valeur ajoutée, comme vous le connaissez, vous allez sur cette plateforme le commander. Et c'est très simple, vous n'avez plus. Et tout ça s'automatise. Donc, je pense que les outils vont aller vers ça. Mais justement, toutes les ventes complexes, toutes celles qui nécessitent un processus, ça va renforcer cette humanité du commercial et son importance dans le dispositif. Est-ce que vous croyez pas, moi j'aimais bien, il va y avoir les vraies voix du foot à 20h. J'avais une comparaison, j'ai exercé des fonctions de commercial et de directeur commercial pendant 25 ans. Je disais, un commercial, c'est comme un avant-centre. Il doit jamais lâcher le morceau. Peut-être qu'un prospect où il va aller frapper la porte à 18h après une journée pourrie, où il n'aura pas passé une commande, où il se sera fait planter les rendez-vous, il va tomber sur un type qui recherche le produit qu'il a et qui va signer un super bon de commande. Un peu comme un type qui, sur le terrain, il n'a pas touché une cacahuète pendant 89 minutes et à la 90e, il y a un ballon qui traîne et il la met au fond. Est-ce que c'est pas un peu ça? Là, je voudrais juste te dire que on est tous au DCF, on fait du réseau. Si je vous expliquais dans mes métiers le nombre d'affaires que j'ai signées dans des relations purement réseautage où mes commerciaux on se battait sur un dossier et que j'avais une décision officielle d'un patron autour
Alors, je vais dire d'un verre modérément de vin, consommé modérément, bien évidemment. Avec du jus d'orange dedans. Voilà, avec du jus d'orange. Mais oui, parce que les relations humaines sont importantes et la confiance s'établit autrement que uniquement par l'automatisme. Cette partie-là, elle existe. Et on incite nos jeunes, quand on les fait rentrer dans les réseaux, à venir s'ouvrir aux autres, à faire des rencontres en dehors de ce qu'on peut faire en prospection qui existe, nécessaire, obligatoire. Mais la relation humaine, le réseautage, les connaissances qu'on peut avoir des entreprises, c'est hyper important. Et je pense que c'est ça le commercial de demain avec toute cette intelligence artificielle. Ça devient un acteur qui a une vision 360 de son écosystème et qui est plus uniquement là pour vendre une offre parce que le marketing lui a donné un PowerPoint et un tarif et qu'il y va comme ça. C'est quelqu'un qui connaît tous les acteurs du métier, il connaît les besoins de son client, il va les écouter, il va les entendre, il va aussi entendre dans son entreprise le service après-vente, la prod. Et c'est un acteur qui est capable d'être le chef d'orchestre pour arriver à répondre aux besoins du client. Et Frédéric Naudin, pour tisser des liens commerciaux à Lyon, il y a un excellent endroit qui s'appelle les Bouchons en général, qui à mon avis sont parfaitement adéquates. Je pense que vous ne direz pas le contraire. Je vous invite quand vous voulez. Vous êtes le bienvenu. Avec grand plaisir. L'engagement est pris. Allez, dans quelques instants, on va prendre la direction de Saint-Nazaire. On va retrouver Magali Barclay, responsable de la commission échange et partage de DCF Saint-Nazaire Atlantique. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes auditrice de Sud Radio depuis longtemps ou pas ? Depuis plusieurs années, depuis que je me suis rendu compte qu'on nous disait pas tout à la télévision. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Retour des vraies voix de l'emploi, spéciale fonction commerciale. On est allé à Nice, on est allé à Lyon, direction Saint-Nazaire, où on retrouve Magali Barclay, responsable de la commission échange et partage de DCF Saint-Nazaire Atlantique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, DCF Saint-Nazaire Atlantique, quels sont les pôles d'emploi ? Parce que Saint-Nazaire, on pense évidemment au bateau, en pensant à une chanson de Michel Sardou, qui s'appelait Le France, bien évidemment, mais Saint-Nazaire, il y a aussi beaucoup de high-tech comme Airbus, etc. Tout à fait. C'est vrai que nous, à Saint-Nazaire, le marché de l'emploi de Saint-Nazaire et de la presqu'île guérandaise, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, est assez dynamique. Et grâce à ce développement dont vous venez de parler, de PME et de PMI qui sont soutenus par des gros pourvoyeurs d'emploi. Nos deux gros pourvoyeurs d'emploi, c'est les chantiers de l'Atlantique, effectivement, et Airbus. On a aussi un petit peu de développement des énergies maritimes renouvelables avec les marchés des éoliennes et aussi l'activité portuaire qui est assez significative quand même, parce qu'on est à côté de la mer, on a cette chance aussi. On n'est pas dans le sud, mais on a la mer aussi. Et donc cette activité portuaire, elle est soutenue par le bois, l'automobile, le pétrole avec la raffinerie de Donges. Est-ce que justement les attentes que vous avez sur les profils de commerciaux que vous recrutez diffèrent si on est dans l'industrie que ceux qu'on va recruter par exemple dans l'informatique ou dans la grande consommation ? Alors je dirais qu'un commercial reste quand même un commercial avec tout ce qu'il apprend, toutes les techniques, et puis on a parlé tout à l'heure des formations, mais effectivement il y a une spécificité quand même sur ces deux, en tout cas pourvoyeurs, qui sont Airbus et Chantiers de l'Atlantique, mais avec toujours une même base solide de commercial quand même. Il faut avoir fait des études techniques avant pour justement maîtriser un minimum la base du produit, ou est-ce qu'au contraire vendre finalement, que ce soit sur les chantiers de l'Atlantique ou dans la grande conso, c'est pareil ? Je dirais que c'est vrai que de ce qu'on voit, en tout cas nous dans notre association, parce qu'on a des profils déjà divers et variés aussi dans notre association, et vous en avez parlé tout à l'heure, on a des profils qui viennent de différents domaines, qui viennent d'autres domaines et qui après rebondissent et finissent à travailler dans les chantiers de l'Atlantique. Et souvent, c'est une richesse pour ces entreprises que d'avoir des commerciaux finalement qui ont travaillé dans d'autres domaines. Donc pas obligatoirement une formation toujours spécifique. Dorian Lefebvre. Est-ce que justement les évolutions pour passer directeur commercial, est-ce qu'il faut nécessairement être un bon commercial, un bon vendeur terrain, ou est-ce qu'au contraire l'évolution se fait sur les capacités managériales ? Ouais, bonne question. Je pense que quand même le succès sur le terrain, les réussites commerciales, le fait d'avoir prouvé qu'on développe son portefeuille, qu'on signe des deals et qu'on ramène des sous à la boîte, finalement, c'est quand même un des drivers importants. Après, c'est super important ce que tu évoques parce que on se rend compte quand même qu'il y a plein de bons vendeurs qui ont parachute manager.
donc chef des ventes régionales ou directeur des ventes. C'est deux caractéristiques quand même bien différentes. Ouais, je pense qu'on soit bon vendeur ou bon manager, a priori, ça n'a rien à voir. Non, exactement. Et il faut d'abord, je pense, évaluer la capacité d'un bon commercial à accompagner une équipe, à être pédagogue, à aimer former, à aimer développer les gens, à aimer analyser aussi une activité commerciale, à trouver les leviers de développement de business, et ça nécessite une bonne prise de recul et d'être attentif aux gens, à son équipe, à ce qui est important pour eux au quotidien. Cyril Meunier. Oui, quand on voit le bassin d'emploi de Saint-Nazaire, c'est vrai que c'est assez surprenant. Des très grosses entreprises qui cherchent des commerciaux, mais là c'est vraiment des commerciaux très spécifiques, hein, la construction navale et aéronautique, et à côté de ça, des tissus de PME. Est-ce que le principal handicap des PME dans ce domaine, c'est pas la rémunération par rapport aux gros groupes ? Alors évidemment, évidemment que la rémunération est un élément au-delà de l'accomplissement social de bosser dans un grand groupe. Après, on est sur des profils aussi de commerciaux qui sont différents. La rémunération, oui, c'est un élément différenciant. C'est vrai que les grands groupes ont des éléments de rémunération souvent qui diffèrent non seulement par les variables, mais surtout par les fixes et par les éléments extérieurs, les périphériques. On a participation. Alors justement, est-ce qu'on peut en parler on peut parler concrètement de la taille de la voiture aussi. Est-ce qu'on peut parler concrètement de rémunération ? Combien ça gagne un commercial dans le secteur industriel, par exemple ? C'est tellement varié, les grilles de salaire sont tellement variées en fonction des secteurs, du niveau de seniorité, etc. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même un écart effectivement de rémunération dans les grands groupes et les petites structures, pour répondre par les éléments. Et c'est surtout sur l'évolution, c'est surtout sur les poids des fixes. Les variables, souvent dans les petites structures, on est surtout dans des fixes qui sont un peu plus bas, avec plus de variables, parce que le commercial est beaucoup plus important dans la construction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Il est aussi plus autonome, alors que les grands groupes, on est dans des structures qui sont beaucoup plus organisées, et on a des niveaux de fixe qui sont un peu plus hauts. Et c'est pour ça aussi que c'est plus facile de recruter aujourd'hui. Le sujet de l'équilibre entre le fixe et le variable est un vrai sujet d'attractivité. Je pense que nous avons des gens qui sont spécialisés dans le recrutement. Aujourd'hui, aller voir des jeunes et leur dire vous allez rentrer dans une boîte, vous allez voir, faire une super carrière, vous avez un petit fixe, un gros variable, on a du mal. C'est plus compliqué, ouais. Il y a un mot qu'on n'a pas utilisé, c'est technico-commerciaux. Est-ce que dans des domaines justement comme les chantiers de l'Atlantique ou Airbus, il ne faut pas avoir un très bon bagage technique qu'on cherche avant tout ? Par exemple, des ingénieurs qui virent leur QT comme commerciaux, c'est-à-dire des ingénieurs commerciaux, des technico-commerciaux, etc. Magali Barclay. Bah écoutez, moi, par exemple, j'ai enseigné à l'IUT de Saint-Nazaire et au département génie civil. Ah oui. Et donc, effectivement, les personnes qui finissaient souvent au chantier de l'Atlantique venaient de ces formations-là. Donc, c'est des formations quand même un peu spécifiques qui permettent d'avoir déjà de la technicité sur ce qu'on va leur demander de faire. Et après, de se former, certains partaient dans une formation commerciale et donc coupler les deux pour pouvoir être vraiment efficace comme commercial dans ce domaine-là. Doriane Lefebvre, aujourd'hui, vous, chez Michael Page, vous avez beaucoup de postes de commerciaux à pourvoir en tant que cabinet de recrutement. C'est encore un secteur dynamique ? Ouais, évidemment, c'est le deuxième plus gros poste chez nous, sur lesquels, et globalement en France. En premier, en France, on recrute beaucoup de profils ingénieurs informaticiens. Ça, c'est le premier poste de recrutement. Et le deuxième, c'est les commerciaux. De l'économie, etc. C'est logique. Les postes de développeurs, etc. Ça s'est énormément développé. Mais oui, c'est. Est-ce que ça va continuer, ou est-ce qu'au contraire, on parlait tout à l'heure avec Cyril de l'IA qui peut prendre la place. Est-ce que ça va continuer de se développer? Non. Et garder justement ce positionnement. Oui, je pense que oui. L'IA, pour l'instant, c'est vraiment une aide et un outil qui permet de gagner du temps au quotidien. On n'est pas encore sur le remplacement des commerciaux par l'IA. Je reviens pas sur tout ce qui a été dit, mais tout l'interpersonnel, toutes les relations avec les gens, ça reste quand même essentiel. C'est un métier qui va garder justement ces lettres de noblesse. Évidemment. Merci à tous. Merci Cyril Meunier, premier vice-président de la fédération DCF. On remercie Natacha Fresneau, présidente DCF Côte d'Azur, Frédéric Naudin, président DCF Lyon, Magali Barclay qui était avec nous à l'instant, responsable
responsable de la commission échange et partage de DCF Saint-Nazaire Atlantique. Merci Doriane Lefebvre, directrice de division commerciale et marketing chez Michael Page. Bien sûr, bien évidemment, le quotidien du mardi, Nicolas Leroy, directeur du recrutement du groupe Fiducial. Merci à vous. Philippe. Vous pouvez retrouver bien évidemment l'émission en vidéo. On va en particulier sur LinkedIn, le réseau professionnel. Dans quelques instants, les vraies voix du foot avec Guy Carlier et Emmanuel Galasso et nos 4 sujets. Le premier point, le PSG joue-t-il son avenir ce soir en Ligue des Champions sur la pelouse du Bayern de Munich? Quand on regarde le classement, on peut le craindre. Vous dites oui à 82%. On parlera ensuite de Brest. Croyez-vous un nouvel exploit de Brest à Barcelone? On ira en direct au stade à Barcelone. Vous dites non à 60%. Pas très optimiste pour les Bretons, mais il faut dire que jouer le Barça chez lui, c'est pas une sinécure. Ensuite, avec le But Football Club, Mbappé peut-il revenir au top mondial? Puisque c'est un des sujets qu'aborde le But Football Club. Vous dites non à 78%. Et ensuite, les Ultra Nantais sont-ils en train de tuer leur club? Vu ce qui s'est passé lors du match contre le Havre dimanche soir, vous dites oui à 69%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300.